Équipe. Allez, c'est l'heure. Il est déjà 11h46. Je mets mon petit chronomètre pour être sûr que je suis dans les temps parce que ça dure 45 minutes. Alors évidemment, c'est une gageure de parler de ce sujet en 45 minutes, mais je vais essayer de vous partager des idées, partager quelques convictions et puis vous expliquer aussi comment on intervient dans les entreprises, parce que c'est notre métier, hein, je vais en reparler dans une minute, et comment on traite ce sujet-là, sachant que je vais vous faire une petite synthèse ramassée d'une conférence qu'on anime pour des dirigeants, pour des managers dans différents contextes. Et c'est une des façons dont on partage le sujet avec plus d'interactions qu'on va en avoir là, parce qu'on croit beaucoup aux interactions, à la transposition concrète. Mais dans un format de 45 minutes et dans un format webinar, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a le chat pour communiquer, mais vous partagerez tout ça. Et puis, je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, je l'ai dit il y a quelques minutes, donc je vais me représenter dans une minute, mais dans le chat, vous avez Angélique qui est dans le chat et qui sera là pour répondre à vos questions et puis aussi pour me faire remonter un certain nombre de questions à la fin auxquelles j'aurais peut-être pas répondu. Et on pourra poursuivre l'échange après midi et demi pour ceux qui ont quelques minutes, et notamment pour répondre aux questions que vous pouvez avoir. Je serai complètement disponible, ou vous aurez aussi nos coordonnées à l'issue du webinaire, donc n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message par LinkedIn, par email, via notre site, le formulaire de contact de notre site Inspiration Management, afin qu'on puisse poursuivre l'échange et qu'on puisse essayer de vous nourrir le maximum. Voilà. Et puis, comme je l'ai dit, mais je le redis pour ceux qui viennent d'arriver, le support vous sera envoyé après la conférence. C'est aussi comme ça que vous pourrez trouver toutes nos coordonnées si vous voulez nous joindre. Je laisse maintenant le chat aux mains d'Angélique et moi je me concentre sur cette conférence pour vous expliquer un peu qui on est, ce qu'on fait et quelles sont nos convictions par rapport à ce sujet. Dans une période, oui, où effectivement on a un monde du travail, on a un rapport au travail qui est en train de changer très vite. Il était déjà en train de changer, il change évidemment en permanence en fonction des périodes, en fonction des équipes, mais c'est vrai qu'il y a eu un avant et un après la période de pandémie et la période de confinement, des vraies prises de conscience, des vraies réflexions individuelles sur le rapport au travail, et on voit qu'il y a des choses qui se passent de façon fulgurante, et ce phénomène de grande démission en est qu'un des symptômes, on va en voir quelques-uns, et que évidemment, quand on est dans une entreprise et qu'on doit à la fois recruter et puis après manager et essayer de fidéliser des collaborateurs qui paraissent très volatiles, encore une fois, la grande démission n'en est qu'un symptôme, on se pose des questions et on peut être bousculé dans ses façons de faire parce qu'on est face à des gens qui n'ont pas forcément le même rapport au travail. Bon. Donc c'est important de comprendre ce qui se passe et puis c'est important d'avoir un peu des clés et puis d'essayer de réfléchir avec qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Alors j'ai pas de baguette magique, il n'y a pas d'idée magique, il n'y a pas la méthode magique pour résister à ça, mais il y a une prise de hauteur, une prise de recul et une réflexion sur qu'est-ce que je fais différemment pour m'adapter à des comportements qui sont différents. Évidemment, faire un peu plus de la même chose, c'est pas ça qui va aider à résoudre la situation si ce qu'on fait ne fonctionne pas. Voilà. Alors, très vite, donc moi, je suis un des fondateurs et dirigeants et animateurs d'Inspiration Management. Inspiration Management, c'est une entreprise qui intervient dans la transformation des pratiques managériales. Évidemment, quand le monde du travail se transforme, quand le rapport au travail se transforme, on est d'autant plus dans l'obligation de transformer les pratiques, et c'est là qu'on essaie d'accompagner nos clients. Et on les accompagne. Alors, vous voyez à côté de mon visage, il y a 3 pictos, la tête, le cœur, le corps. On les accompagne en essayant de les faire réfléchir sur ces 3 dimensions. La tête, en tant que manager, j'ai compris ce que je peux faire dans tel contexte ou face à telle personne. Le cœur, c'est j'y crois, ou plus exactement, je fais des choses auxquelles je crois. Ça ne sert à rien de mettre en place des choses auxquelles je ne crois pas, ça va se sentir, ça va se voir. Donc, donc c'est vraiment l'endroit de l'engagement, le cœur. Et puis le corps, je sais comment faire. J'ai des idées précises sur comment faire différemment. Et évidemment, face à un collaborateur qui ne fonctionne différemment, qui a des aspirations différentes, qui a des attentes différentes vis-à-vis du travail, qui a un engagement différent de ce que je pouvais connaître et du mien spécifiquement par rapport au travail, c'est important aussi de se poser la question, de se dire, lui, dans sa tête, qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre, qu'est-ce qu'il a besoin de comprendre,
Dans son cœur, qu'est-ce qu'il va faire, qui va s'engager, qu'est-ce qui lui fait envie. Là, où est-ce qu'il est prêt à, ce à quoi il croit lui et qu'est-ce qu'il est prêt à faire lui. Et puis le corps, est-ce qu'il a bien tous les éléments et qu'est-ce qu'il est prêt à faire et est-ce qu'il a bien tous les éléments et est-ce qu'il a bien des informations précises là-dessus. Vous voyez, c'est quelque chose de symétrique entre le manager et chacun des collaborateurs. Évidemment, un des degrés de complexité, c'est que ça va être différent d'un collaborateur à l'autre. Alors, l'objectif pendant ces 40 minutes qui nous restent, c'est de partager, après cette introduction, sur les pratiques managériales concrètes qui agissent sur, et dans ce contexte sur lequel je vais revenir, de grandes démissions, etc., qu'est-ce qui agit sur le bien-être des collaborateurs, sur la motivation, sur l'engagement et au final sur la fidélisation, sachant qu'encore une fois, ce n'est pas des baguettes magiques, mais c'est des petites idées qu'il va falloir ajuster à chacun des collaborateurs en essayant de comprendre comment ça marche. Et donc, on va travailler en 4 temps. De premier temps, comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans ce monde, quels sont les symptômes et qu'est-ce que ça nous dit, ces symptômes, sur le monde du travail en mutation. Zoomer sur les nouvelles motivations au travail qui sont liées, alors finalement qui ne sont pas nouvelles, mais pour lesquelles il y a eu une accélération fulgurante, enfin, des choses qu'on connaissait et puis qui émergent de façon beaucoup plus puissante. Et puis après, de basculer en se disant, c'est quoi les pratiques managériales à transformer dans ce contexte. Et puis, le manager lui-même, il est au cœur du jeu. Donc, on a bien dit l'influence du manager dans la fidélisation. Et qu'est-ce que ça veut dire un manager au cœur du jeu? Qu'est-ce que doit être mis en place par les managers et quelle est leur part. Ils n'ont pas toutes les parts. On peut être un bon manager et avoir des problèmes de turnover croissants dans le contexte actuel, avoir des problèmes à fidéliser parce que c'est aussi un rapport au travail qui a changé et qui fait que c'est compliqué. Donc, le temps où le bon manager, c'est celui qui n'avait pas de turnover et le mauvais manager, c'est celui qui avait du turnover. Un mauvais manager va continuer à avoir du turnover, mais un bon manager peut aussi avoir des problèmes. Donc, il faut relativiser les choses. Bon, voilà. Donc, en tout cas, voilà ce dont on va parler. Et pour introduire, parce que c'est un sujet, je voulais vous parler de cet adage qu'on entend beaucoup en entreprise: la confiance n'exclut pas le contrôle. Je voulais savoir si tu étais d'accord, pas d'accord. Donc, on va lancer un petit sondage. Normalement, vous avez un nouveau sondage qui est disponible et je vais vous proposer de voter sur ce sondage et puis de vous dire est-ce que je suis d'accord, pas d'accord. Alors évidemment, pourquoi on parle de contrôle? Parce que pourquoi on parle de confiance aussi, parce que disons, voilà, plus j'ai confiance dans mon organisation, plus j'ai confiance dans mon manager et plus j'ai des chances de pouvoir être fidélisé. Et évidemment, moins j'ai confiance et moins je vais me sentir fidèle et plus je vais pouvoir aller regarder, notamment dans un marché qui est pénurique et tous les marchés techniques sont pénuriques aujourd'hui. On parlait de la santé par exemple, j'imagine que c'est pas complètement évident, enfin en tout cas c'est ce qu'on lit, c'est ce qu'on entend. Et puis on voit bien que ce contrôle qui est nécessaire de savoir ce qui se passe, il peut causer des problèmes. Il y a une vraie aspiration, et on va le voir après, à l'autonomie. Alors je vous laisse encore quelques minutes pour répondre. J'ai 17 réponses, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent répondre. Et puis, je vais fermer les votes. En tout cas, voilà, les votes ont été partagés. Vous êtes 88 à être d'accord, sur le fait que la confiance ne suit pas le contrôle et 12% à pas forcément être d'accord. Bon, intéressant. Je ferme le sondage et je vous partage juste quelque chose qui est intéressant. Qui a dit la confiance n'est pas le contrôle? C'est Lénine. Je ne présente pas Lénine, vous avez quelques éléments sur lui ici. C'est intéressant de se dire, tiens, est-ce que Lénine, cet homme politique qui a mis en place un système qui est ce qu'il est que c'était vraiment quelqu'un qui a mis en place un système qui était un système de confiance? C'était un peu plus quand même basé sur une espèce de dictature, alors la dictature du prolétariat, je ne porte pas de jugement sur les choses. Mais évidemment, on voit bien qu'il y a un problème de se dire, quand c'est quelqu'un qui, on ne peut pas dire qu'il ait mis en place un système qui soit un système d'autonomie, de confiance. On peut se poser la question. Et le but de ça, c'est juste de challenger les choses et puis de faire le lien. Une des choses qu'on va voir, c'est qu'on est dans
dans un moment où il y a beaucoup de collaborateurs qui ont le choix, hein, parce qu'ils sont dans des marchés pénuriques où ils sont sollicités, et puis qu'il y a une aspiration très forte à de l'autonomie, hein, et que donc il va falloir challenger à la fois en termes individuels en tant que management son besoin de contrôle, et puis aussi en termes d'organisation, il va falloir challenger l'organisation de l'entreprise en challengeant, en ajustant le contrôle qu'on fait pour pouvoir s'adapter à un monde qui est en train de changer et pour lequel les aspirations, elles sont importantes. Donc c'est important de se dire, et puis aussi dans cette histoire de contrôle et de réflexion sur son besoin de contrôle, il est important aussi de se dire en quoi c'est facilitant ou pas, et en quoi c'est engageant ou pas et motivant ou pas pour mes collaborateurs, le degré de contrôle que met l'organisation et le degré de contrôle que je mets moi-même en tant que manager. Voilà, donc tout ça, c'est des choses à challenger et c'était un peu un préalable pour se dire, voilà, si on veut s'adapter, il faut challenger ses habitudes, il faut challenger ses croyances, il faut challenger sa façon de voir les choses pour s'adapter à ses collaborateurs, à ses collègues, et pour pouvoir adapter les choses pour que chacun se sente bien, hein. Et comme le disait Jean-Paul Sartre, la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Donc c'est important de se dire que qu'est-ce que je mets en place. La confiance est un processus pour créer la confiance qui va être un gage de fidélisation. Bon, voilà. Partie 1, un monde de travail en profonde mutation. Si vous êtes là, c'est que vous avez entendu parler de la grande dimension. Ah oui, je voulais vous partager ces éléments que vous aurez dans le support. Moi, j'étais très impressionné depuis quelques mois. Alors là, c'est des titres de 2022, de voir Courrier International qui parle de remettre le travail à sa place. Et puis dans cet article, qui montre que c'est un phénomène mondial, que ce n'est pas seulement un phénomène français, puisqu'il y avait des exemples dans le monde entier sur les 5 continents. Il y a une vraie, ce phénomène donc, qui est lié, je pense, en grande partie à la pandémie de rapports différents au travail. Il est mondial. Et qu'on parle de nouvelles façons de travailler, on parle de plus en plus de la semaine de 4 jours, et pas forcément dans des pays qui sont très sociaux, où il y a des modèles sociaux très développés, hein. C'est vraiment du pragmatisme de se dire comment on adapte les choses pour que les gens restent motivés. Et puis ce numéro de Society qui était à la rentrée dernière en septembre, et si on ne retournait pas au travail, et finalement qui parlait de tout ça, du fait que se dire c'est quand même quelque chose de nouveau, de se dire le travail est plus forcément au centre. Et je lisais aussi d'ailleurs, je regardais tout à l'heure d'ailleurs une conférence de Julia de Funès, hein, enfin une petite conférence que j'ai trouvée sur LinkedIn, où elle disait finalement c'est très simple parce que ça remet le travail à sa juste place. Le travail n'est pas une finalité, c'est un moyen. Et que finalement, notamment des jeunes générations qui remettent le travail à leur place en disant c'est pas la finalité de ma vie, finalement c'est très mature finalement, hein. Mais on peut avoir des générations où finalement on n'a pas été élevé à ça, et on pouvait confondre la finalité de la vie avec le travail. C'est un des moyens pour avoir une vie, par exemple, harmonieuse, pour pouvoir avoir une vie confortable, mais ce n'est pas la finalité. Il ne faut pas confondre les deux. Donc c'est intéressant de se dire, finalement, il y a des symptômes. Alors, le fait de grande démission aux États-Unis, 48 millions de démissions en 2021. Je n'ai pas les chiffres en 2022. Et en France, 42% des moins de 35 ans qui envisagent de quitter leur travail. Donc on est vraiment sur des phénomènes assez massifs, hein. Et c'est vrai que ça fait déjà un moment que le fait de se projeter dans une entreprise sur laquelle on va faire toute sa vie professionnelle, c'est fini dans le cerveau de la plupart des jeunes. Le quiet quitting, hein, c'est on reste dans son entreprise un certain temps en tout cas. Par contre, on ne veut pas en faire plus que le contractuel. On ne veut pas forcément faire d'heures sup, on ne veut pas de nouvelles responsabilités parce qu'on veut bien séparer vie pro et vie privée, et qu'on veut vraiment consacrer du temps à sa vie privée. Et ça peut bousculer des gens qui étaient finalement prêts à s'investir beaucoup, qui sont prêts à s'investir beaucoup et qui étaient un peu corvéables, avec encore une fois un rapport au travail qui est différent. Il n'y a pas une façon de faire qui est bonne et l'autre qui est mauvaise, mais il y a de nouvelles façons de faire qui émergent, qui sont de plus en plus affirmées, et c'est important d'être conscient que c'est comme ça, et puis que c'est finalement très bien, hein. Il y a quelque chose qui est fort aussi, c'est ce qu'on appelle le conscious quitting. Alors excusez-moi, c'est souvent des terminologies anglaises, mais c'est comme ça, hein, c'est des choses qui sont reprises. C'est monter de l'éthique finalement dans le rapport à l'entreprise, hein. J'ai vu une étude qui disait qu'aux USA, au UK, un tiers de démission pour un désaccord sur les valeurs.
voilà, si je suis pas dans les valeurs et on va le revoir après, du coup, d'où l'importance d'être bien aligné là-dessus, hein, eh ben, je préfère partir et changer d'entreprise. Donc, bon, voilà, tout ça, c'est des symptômes, mais qui montrent qu'il y a une transformation globale et c'est important de se dire. Alors, évidemment, l'hybridation du travail, et ça, c'est une nouvelle attente. Hein, 71% des jeunes refusent le présentiel à temps plein. Donc, bah, j'ai encore des managers, j'ai encore des chefs d'entreprise qui me disent: «Ah oui, non, mais dans le télétravail, les gens qui sont en télétravail, ils bossent pas». Bah, on a bien vu que c'est faux. En tout cas, nous, on est complètement convaincus que c'est faux. Et la question, c'est évidemment de l'équilibrer. Hein, on ne pas faire forcément. Et puis aussi de s'adapter à chacun parce qu'on peut avoir des attentes en fonction aussi de ses contraintes personnelles. Oui, alors les jeunes, c'était une étude qui montrait que c'était les jeunes de moins de 30 ans. Merci Robin de me poser la question. Je ne réponds pas à tout, mais c'était une étude. C'est une étude qui est assez récente. Je vous mettrai les sources de l'étude pour essayer de la retrouver. Euh, voilà. Donc, alors je vous laisse commenter aussi en interne les uns les autres. Vous pouvez avoir des infos là-dessus. Tout ça, c'est des symptômes du fait qu'il y a un rapport au travail qui change très vite. Il est comme il est. De toute façon, dans des moments pénuriques, la question, elle n'est pas de se dire c'est bien ou c'est pas bien de réagir comme ça. La question, elle est de se dire comment je fais pour attirer et pour garder des collaborateurs en prenant en compte ces contextes-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller complètement dans le sens inverse. Ça veut dire qu'il faut ajuster les choses et trouver un équilibre entre les besoins du service, les besoins de l'entreprise, le travail qui est à faire et prendre en compte toutes les ressources avec leurs propres aspirations. Oui. Alors, autre phénomène qu'on constate, hein, et que j'ai lié à un sondage que j'ai vu, hein, c'est tous les phénomènes d'autonomie, hein, individuelle ou collective. Hein, on parle d'équipe autonome dans un certain nombre d'entreprises et dans un certain nombre de contextes. Et il y a quelque chose qui peut être contre-intuitif, hein, c'est que j'ai vu d'études qui montraient que 3 jeunes sur 4, ils sont OK pour prendre des responsabilités et pour penser que c'est un facteur d'épanouissement d'avoir des responsabilités. Évidemment, autonomie et responsabilité, c'est les deux faces de la même pièce. Hein. Pas d'autonomie sans responsabilité qui va avec et pas de responsabilité. Beaucoup de gens me disent mais comment je peux responsabiliser plus mes équipes. Eh ben, pas de responsabilisation sans autonomie. Hein. Si évidemment je fais du micromanagement, si je fais trop de contrôle, on a parlé du contrôle tout à l'heure, eh ben, faut pas s'attendre à ce que les personnes elles s'engagent et qu'elles prennent leurs responsabilités. Donc mais il faut savoir l'équilibrer, il faut trouver le bon registre en fonction des sujets, en fonction des moments et aussi en fonction de la maturité des personnes qu'on a en face, hein, de leur degré d'autonomie. Il faut trouver le juste équilibre et on parle de plus en plus d'autonomie collective, hein, de laisser des degrés d'autonomie individuelle, mais aussi collective, parce que du coup, il y a une autorégulation et puis il y a de l'intelligence collective qui peut se mettre là-dedans. Bon, tout ça, c'est des facteurs et la question, c'est de se dire, ben voilà, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que ça induit. Alors évidemment, il y a des motivations qui bougent et qui sont liées à ces symptômes, à ces facteurs. Alors déjà, un petit rappel sur la motivation, hein, et là, je vous partage des choses. C'est comme ça aussi qu'on fait travailler des managers quand on est avec des groupes de managers, ou qu'on fait travailler des dirigeants aussi quand on est avec des groupes de dirigeants. C'est en partageant ça, et puis évidemment, au fur et à mesure, en faisant réfléchir en intelligence collective aux personnes sur les conséquences dans leur propre contexte et qu'est-ce qu'ils doivent faire. Alors, par exemple, sur la motivation, alors déjà, une chose, hein, les gens ne sont pas motivés parce que vous leur demandez d'être. C'est pas le dirigeant ou le manager qui est responsable de la motivation. C'est les personnes qui se motivent. Moi, je me motive. Mais évidemment, ce que fait mon entreprise, ce que me propose mon entreprise ou ce que me propose mon manager a un impact sur ma motivation. Hein. Et donc, comment inciter les personnes à donner le meilleur d'elles-mêmes? Eh ben, en étant conscient de leur propre source de motivation. Hein. C'est ce qu'on explique ici. On fait tous des choix en fonction de la façon dont on est managé et en fonction de la façon dont notre entreprise, notre manager nous donne la possibilité de nourrir nos motivations intrinsèques. Hein. Et on dit qu'il y a 3 types de motivation intrinsèques. Il y a donner du sens. Alors, vous voyez, l'éthique dont je parlais tout à l'heure avec le conscious quitting. Donner du sens à sa vie et donc, est-ce que ce travail a du sens pour moi? Et donc, comment on va pouvoir nourrir ça? Apprendre des choses. Donc, est-ce que c'est une entreprise qui me permet d'apprendre avec mes collègues, avec mon manager, avec de la formation? Voilà. Et
évoluer, se développer. Et est-ce que c'est une entreprise qui me donne des perspectives d'évolution? C'est pas forcément de changer de travail, mais ça peut être d'avoir de nouvelles responsabilités, d'avoir de nouveaux champs d'action, d'avoir de nouveaux types de, je sais pas, de clients. Et puis ça peut être aussi d'évoluer aussi. Bon. Et tout ça, c'est des choses qui sont nourries, qui sont données par l'entreprise, ou en tout cas où on va faire des choix en fonction de facteurs personnels. Hein. On n'est pas responsable de tout au niveau de l'entreprise, mais aussi que je vais pouvoir nourrir en me disant, puisque j'ai besoin de travailler, évidemment j'ai besoin, qu'est-ce que je peux trouver et qui va être épanouissant pour moi. Voilà, et je vous partage cette étude qui, alors elle est assez récente, hein, septembre 2022, faite par Opinion Way, elle a été publiée dans le Parisien, donc vous pouvez peut-être retrouver ça sur le site du Parisien, j'en ai fait des extraits, et qui a un sondage qui dit avant de rejoindre une entreprise. Donc évidemment complètement dans ce contexte de grande démission, etc. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs que tout le dossier avait été fait par le Parisien. Parisien Entreprise, enfin un feuillet du Parisien. Et avant de rejoindre une entreprise, que vérifiez-vous en priorité? Alors sans étonnement, on commence par le bas, c'est la rémunération. Hein, les cités en rouge, c'est ce qui est cité en premier. En bleu, c'est ce qui est cité au total. Et je peux avoir des gens qui me disent oui, mais alors il n'y a plus que le salaire qui les intéresse. C'est pas vrai. Dans cette même étude, on parlait du fait que 3 sur 4 sont prêts à accepter des responsabilités, sont même motivés par les responsabilités. Et puis on voit qu'il y a beaucoup d'autres facteurs. Mais évidemment, dans un métier qui est pénurique, dans un secteur qui est pénurique où on a le choix, on peut avoir plusieurs offres, et ben évidemment, on ne va pas renoncer à la rémunération qu'on peut obtenir, quoi. Hein. Et donc, évidemment, ça rentre en ligne de compte parce que je sais que je peux l'avoir. Bon, voilà, on peut trouver ça bien ou pas bien, mais c'est comme ça. Mais ça n'empêche pas que ça va être nécessaire, mais pas suffisant. L'environnement de travail, mes collègues, mes clients, mon contexte de travail, vous voyez, il y a presque plus de 35% de personnes qui le citent et 12 personnes qui le voient en premier. La flexibilité des horaires, du travail, est-ce que je peux m'organiser moi-même? Est-ce que j'ai de l'autonomie, justement? Hein, vous voyez, cité par une personne sur 3 et par 10% en premier. L'équilibre vie pro, vie privée, cité aussi par plus de 35%, plus d'une sur trois, évidemment, il y avait plusieurs réponses possibles, et par plus de 15% en premier. Hein. L'intérêt et le sens des missions, je vous parlais du côté sens, etc., hein, cité par plus de 30% et par 15% en premier. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup d'autres facteurs et c'est important de se dire là-dedans, bah, chacun de mes collaborateurs, qu'est-ce qui est important pour lui et de l'écouter et puis évidemment de savoir équilibrer ça, ça bouscule les organisations, ça bouscule les façons de faire, ça bouscule les process parce qu'il va falloir essayer de créer du collectif et de créer de l'efficacité avec des aspirations qui sont différentes. Voilà, donc tout ça c'est important. Et alors je vous ai mis aussi, on vous a mis aussi, on fait réfléchir nous les équipes quand on travaille avec des équipes là-dessus, hein, cette approche de la motivation, hein, qui est qu'une approche hein, de Stephen Covey, avec les 4 besoins de base, l'esprit, hein, le sens, la contribution. Alors, on est dans cet aspect d'éthique. La tête, apprendre, se développer. Hein, je vous en parlais dans la motivation intrinsèque. Le cœur, aimer les relations au niveau professionnel. Et puis le corps, le vivre, survie, ça peut être complètement légitime d'avoir quelqu'un qui, donc là évidemment, dans la survie, il y a la partie financière et ça peut être même complètement légitime. Il y a plein de boulots où la motivation première, c'est pouvoir nourrir sa famille et avoir une vie confortable. Eh ben, c'est important de le savoir et c'est pas forcément un problème. Vous voyez. Alors par rapport à ça, bah, évidemment, la quête de sens est importante et nous quand on travaille avec des managers, on va le revoir après, on les fait travailler sur cette dimension-là, par exemple, hein, sur chacune des dimensions, on fait travailler après les managers pour réfléchir à qu'est-ce qu'ils peuvent faire concrètement. Hein. Donc la quête de sens, je veux comprendre à quoi je participe, je veux savoir où nous allons, la direction, et je veux donner du sens à ce que je fais, je veux que je trouve ça utile. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui faisaient des métiers intellectuels, qui avaient fait des grandes études, et qui vont vers des métiers manuels. Et parce que c'est quelque chose de très concret, de très utile. Hein, des gens qui deviennent boulangers, des gens qui changent de vie, qui vont être, je sais pas, dans la restauration, qui vont être dans différents métiers. Il y a plein d'exemples qui changent de vie complètement et qui vont vers des métiers manuels parce que c'est très concret, parce que ça a beaucoup de sens, parce que ça participe à quelque chose qui permet de donner directement quelque chose, alors que parfois il y a des métiers
dont on voit moins le sens. Donc évidemment, vous faites déjà le pont, on verra ça tout à l'heure, mais comment on donne du sens à chacun dans ses métiers. Le désir de se réaliser, donc j'en ai déjà parlé, je vais vite, hein, apprendre, se développer, évoluer. Donc c'est important de se dire chacun qui a besoin de se développer et quelles sont les aspirations de chacun en termes de sens avant, en termes de développement, en termes de besoin de réalisation, et évidemment, qu'est-ce que je vais pouvoir faire après pour aller susciter la motivation de chacun. Le souhait de considération, du respect, hein, ça passe évidemment par de la communication notamment, les petites chaussures avec les lacets, c'est l'autonomie, hein, considération, elle passe par l'autonomie que je laisse, ça veut dire qu'on a confiance en moi. L'équilibre de vie, hein, je suis pris en compte aussi dans mes besoins d'équilibre de vie qui peuvent bouger en cours de carrière, bien évidemment. Hein, c'est pas la même chose si je suis célibataire et en fonction des hobbies que je peux avoir et de ce qui me prennent comme temps. Et puis évidemment, il y a des moments, il y a des goulets. Ça peut être par rapport à la parentalité, ça peut être par rapport à des parents dont on a besoin de s'occuper, ou ça peut être par rapport à des engagements qu'on a et qui prennent du temps. En tout cas, j'ai besoin de trouver un contexte où on prend ça en compte et où je peux avoir de l'autonomie à ce niveau-là et de la liberté à ce niveau-là. Et puis bien évidemment aussi la QVT, tout ce qui tourne autour. Alors c'est pas voilà, comprendre ce dont chacun a besoin, quelles sont les aspirations de chacun, et puis évidemment ça peut se développer. Alors Angélique, au fur et à mesure, elle vous met des liens vers des articles qu'on a écrits qui sont sur notre blog. Vous pourrez aller voir et qui vous donnent un peu plus de matière là-dessus. Hein. Le besoin de relation, vous savez, c'était aussi la dimension du cœur de Covey, là, de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, donc cohésion, collaboration, coopération. Ça passe par la relation. Hein. Il n'y a pas de co sans la relation, bien évidemment. Et donc, ça passe par des. Donc, quel est le besoin de chacun à ce niveau-là? Ils peuvent être différents. Et puis après, évidemment, on va voir comment on va le nourrir. Voilà. On a dressé le. On est un peu plus qu'à la moitié, mais on a dressé voilà, finalement le portrait robot finalement du collaborateur en 2023 avec des symptômes, avec des nouvelles aspirations. Comment on fait pour attirer, pour fidéliser dans ce contexte? Quel est le rôle physique du manager? On va se projeter là-dedans hein, avec quelques convictions. Hein. C'est ce que j'ai dit hein, dans beaucoup de domaines, et notamment dans le domaine technique, les salariés ont la main parce qu'ils ont le choix. Donc, c'est inverse. Moi, j'ai encore des managers qui me disent oh là là, mais en recrutement, c'est plus à la personne de se vendre, c'est à nous de nous vendre. Et oui. Bah oui, c'est un constat, mais c'est un constat. Et du coup, qu'est-ce que j'en fais? Oui, il faut être attractif et les rapports se sont inversés. Les aspirations individuelles sont diverses. Tout ce que je vous ai raconté, c'est pas valable pour tout le monde. On a chacun des aspirations diverses. Donc, il va falloir faire cohabiter des individus qui sont divers pour en faire un collectif. Et donc, pour ça, il va falloir comprendre ce dont chacun a besoin, quelles sont les motivations de chacun. On est dans une transformation des aspirations, une transpiration du rapport au travail. Et donc, il faut transformer les pratiques, les fonctionnements, les organisations si on veut survivre. Et évidemment, le manager est au cœur du jeu parce que c'est lui qui est en contact direct et que c'est lui qui va mettre tout ça en mouvement. Et donc, on va voir ces deux parties maintenant et on va vous partager quelques convictions et aussi quelques idées sur notre façon de faire par rapport à ça. Alors, des pratiques et fonctionnements à challenger. Ben oui, première chose, et ça rentre aussi dans ce que je disais juste avant. Ah ben oui, mais c'est moi qui dois me vendre et vendre mon service et vendre mon entreprise et c'est pas à la personne de se vendre. Évidemment, si la personne elle fait pas l'affaire, vous n'allez pas la prendre. Donc évidemment, il faut aussi savoir qui elle est. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est beaucoup plus équilibré. Donc, il va falloir que la personne comprenne quelle est la mission commune de l'entreprise, quelles sont ses valeurs SOC, quelle est l'ambition partagée. Enfin voilà, et il va falloir donner du sens à ça. Et très concrètement, nous, on travaille avec des managers à qui on apprend à dire ça, que ça soit en recrutement ou que ça soit dans la vie de tous les jours avec leurs équipes. Donner du sens au travail, hein, on leur apprend à la fois à élaborer leur vision. Alors, il y a ceux de l'entreprise, mais il y a la leur aussi, et à la partager, à savoir avec les bons mots, avec les bonnes façons de faire, parfois avec les bons visuels, mais en tout cas, et à répondre aussi à des demandes des collaborateurs en rappelant ça, en rappelant le sens. Donc, il y a un vrai travail hein, qui prend un peu de temps, on n'est pas forcément habitué, mais pour donner envie et pour que les personnes comprennent à quoi elles participent. Deuxième clé, hein, et vous voyez que c'est un lien direct, eh ben, dans ce contexte-là, il faut développer des relations authentiques avec et entre chacun. Hein. Et on a des modules, par exemple, de formation où on travaille sur le care management. Hein. Care, prendre soin de ses équipes. Ça répond à ce besoin d'être considéré, sur lequel on avait mis plusieurs choses tout à l'heure. La QVT, le respect, l'autonomie, prendre en compte les personnes
pour ce qu'elles sont, hein. Et c'est un élément de performance, que chacun se sente bien dans l'équipe, que chacun se sente bien en tant que personne, que ça soit à titre individuel et aussi à titre professionnel, hein. La valorisation de chacun, la reconnaissance de chacun, c'est un élément de performance. Et il y a des éléments très concrets, individuels et collectifs, dans la posture managériale, bien évidemment, mais aussi dans ce qui se passe dans l'équipe, hein. Par exemple, dans des règles de communication et dans des modes de communication qui soient optimisés, et puis aussi dans des modes de fonctionnement collectif, hein. Parce qu'il y a autre chose dont on constate qu'il est très important à ce niveau-là, c'est développer l'entraide dans l'équipe, faire en sorte que ne se sentent pas seuls, faire en sorte que chacun ait des ressources. Et puis aussi, et ça peut être moins intuitif, ou en tout cas le mot peut surprendre, la confrontation, c'est-à-dire la capacité à se parler dans l'équipe, pas seulement le manager avec ses équipes, même si évidemment c'est important, mais aussi entre collègues. Et on fait vraiment la distinction entre l'affrontement, qui est quelque chose où on essaye d'imposer, hein, vous verrez étymologiquement, allez voir le dictionnaire pour voir la différence entre affrontement et confrontation. Affronter, c'est essayer de s'imposer à l'autre, de gagner par rapport à l'autre, et confronter, par contre, c'est se mettre front à front, c'est partager les idées sans vouloir avoir raison contre l'autre, mais en s'enrichissant de l'autre et évidemment en donnant toutes ses idées aussi, hein. Et il est prouvé, alors je ne vous donne pas tous les chiffres, il est prouvé que les équipes les plus efficaces sont les équipes qui savent se parler. Parce que du coup, on se challenge positivement. Et évidemment, c'est d'abord le manager avec ses collaborateurs, mais c'est aussi les collaborateurs entre eux. Et quand je dis le manager avec ses collaborateurs, c'est savoir dire les choses. Donc, on travaille beaucoup sur le feedback, sur la façon de faire des feedbacks. Tête corps, je vous ai parlé de tête corps tout à l'heure, hein. Qu'est-ce que j'ai à dire? Le cœur, c'est comment, qu'est-ce que, voilà, comment je me mets en relation avec l'autre corps à cœur. Et puis corps à corps, c'est qu'est-ce que je partage concrètement comme élément et comment je fais mon feedback, hein, avec des techniques de communication, etc. Et donc, évidemment, il faut savoir le faire dans l'autre sens, savoir accepter en tant que manager, d'où le contrôle dont on parlait tout à l'heure, où il y a tout un lien, savoir accepter des retours de ses collaborateurs. Donc, évidemment, lâcher le contrôle à ce moment-là et accepter de ne pas tout bien faire, etc. Et puis c'est aussi entre collaborateurs, il faut créer cet état d'esprit. Et dans l'entreprise, c'est encore mieux, hein. Je connais des entreprises qu'on a accompagnées sur la mise en place de la communication responsable. Et donc là, on travaille avec les équipes de façon globale et pas seulement avec les managers pour mettre en place des clés de communication responsable. Et ça libère vraiment les énergies parce qu'on se dit plus les choses et ça va plus loin. Une façon de le faire et une façon aussi de se centrer quand même sur ce qui est la vocation d'une équipe, hein, c'est de satisfaire ses clients ou ses patients, hein, puisque j'ai vu qu'il y a des gens qui venaient de la santé, hein. Et c'est ce principe de symétrie des attentions, qui est de considérer ses collaborateurs comme ses premiers clients. Un collaborateur satisfait fait un client satisfait. Et puis, de traiter ses collaborateurs comme on souhaite qu'ils traitent les clients, hein. Et donc on fait ça à l'envers. Quand on fait travailler des managers, on leur fait d'abord réfléchir et partager sur qu'est-ce qu'attendent leurs clients en termes de comportement, en termes d'actes de la part de leurs collaborateurs. Alors évidemment, en fonction des métiers, ça va être différent. Et ensuite, on leur dit, vous, en tant que manager, pour être dans la symétrie des attentions, pour être congruent, pour que ça soit clair pour vos collaborateurs, qu'est-ce que vous allez faire en reflet avec vos collaborateurs, qui est le reflet de ce que vous voulez qu'ils fassent avec les clients. Si je veux que les collaborateurs soient réactifs vis-à-vis des clients, et si les clients attendent de la réactivité, comment moi, manager, dans les demandes de mes collaborateurs, je suis moi-même réactif. Et je vous donne qu'une idée, et puis évidemment, on travaille ça dans des ateliers de réflexion dans ce sens-là, hein, et pour qu'on aille vers quelque chose qui finalement est très cohérent pour les collaborateurs et puis aussi qui est très rassurant de voir qu'ils sont finalement les premiers clients, hein. Et voilà, collaborateur, et mon collaborateur, mon premier client, il est même prouvé. Il y a des études universitaires qui ont été faites là-dessus, et donc des études scientifiques qui ont prouvé que c'était la qualité de la relation entre le manager et le collaborateur était le levier numéro un de satisfaction des clients, qui avait un lien de corrélation qui était évident. Bon, vous pouvez revenir, je pourrais vous partager les études. On le fait quand on est en formation avec des managers, mais et finalement, il y a quelque chose de très cohérent et puis de très clair là-dessus.
Permettre d'apprendre et évoluer, hein. J'ai dit tout à l'heure que c'était une des motivations intrinsèques de pouvoir apprendre et d'évoluer et donc bâtir des plans d'accompagnement. J'ai vu qu'il y avait un autre webinaire qui était sur le GPEC. Bah, oui, il y a des éléments en tout cas concrets au niveau de l'entreprise, mais au niveau aussi des managers, de se dire est-ce que j'ai vraiment un plan d'accompagnement individualisé, construit par étapes avec chaque collaborateur? Est-ce que je l'ai construit avec mon collaborateur en fonction de ses propres aspirations? Est-ce qu'on met des moyens en face en termes d'accompagnement? Et quels moyens on met en face en termes d'accompagnement? Il y a évidemment la formation, mais il y a aussi l'accompagnement individuel, il y a aussi le tutorat, il y a aussi la possibilité laissée aux collaborateurs d'avoir du temps pour faire de l'apprentissage, pour apprendre des choses, pour voir des choses, des vies ma vie. Enfin, il y a plein d'idées concrètes. Là-dessus, nous aussi, pareil, on fait travailler les managers en intelligence collective sur toutes les idées pour le mettre en place, et y compris sur l'aspect vraiment plan, et est-ce qu'évidemment tout ça est partagé et comment c'est partagé avec chacun des collaborateurs. C'est un élément très important, et on utilise, quand on fait travailler les managers, on utilise une méthode qui s'appelle la méthode mentor, et on les fait travailler cette méthode mentor pour qu'ils soient sentent à l'aise. Hein. Favoriser l'autonomie individuelle et collective, je sais ce que j'ai à faire, je connais le cadre et je connais mes zones de liberté, ça c'est moi collaborateur. Je peux m'organiser, gérer mon travail comme je l'entends. Alors, ce n'est pas de l'indépendance, c'est de l'autonomie. Hein, donc, c'est de l'autonomie dans un cadre, hein, parce qu'il y a un cadre. Et dans ce cadre, il y a des zones de liberté. Et c'est dans mes zones de liberté que je peux m'organiser et gérer mon travail comme je l'entends. Et par exemple, pas plus tard que ce matin, avant d'être avec vous, j'étais avec un des formateurs de l'équipe, hein, des consultants de l'équipe, et on préparait un module pour un de nos clients communs. Et ce qu'on a préparé ensemble, c'est de se dire, là, il va y avoir à ce moment-là, quand on va travailler là-dessus, on va les faire réfléchir sur le cadre et les zones d'autonomie qui sont possibles pour leurs équipes, numéro un, et ensuite, comment on manage ça avec des indicateurs qui me permettent non pas d'être dans le contrôle, mais de savoir ce qui se passe quand même. Hein. Donc ça fait partie du cadre. Et puis avec des rituels qui permettent de faire ça. Et nous, on n'a pas forcément, on ne va pas dire aux gens faites comme ci, faites comme ça, mais en tout cas, on va leur donner un cadre pour réfléchir, pour pouvoir s'organiser et pour ressortir d'une formation en ayant des éléments très clairs, en se disant, voilà, c'est ça les indicateurs que je vais avoir, c'est ça les zones d'autonomie que je vais donner à mes équipes. Alors, dans l'ordre, c'est ça les zones d'autonomie que je vais donner à mes équipes, c'est ça les indicateurs que je vais avoir, et c'est ça les rituels qu'on va mettre en place et qui va nous permettre d'en parler et d'être sûr qu'on va bien dans le bon sens ensemble et de pouvoir les aider aussi à évoluer. On en revient sur le plan de l'accompagnement si on voit qu'il y a des dysfonctionnements et qu'il y a des écarts. Voyez. Donc on vient des choses très précises où entre collègues, on trouve les éléments. Hein. Et puis évidemment, pour trouver des solutions, pour donner de l'autonomie, c'est important qu'il y ait du collaboratif et de l'intelligence collective. Hein. Et vous savez peut-être qu'un groupe a un QI. Alors si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, mais c'est important, c'est pas complètement anodin, ça a été prouvé par le MIT, donc là pareil, c'est des études scientifiques qui ont prouvé ça. Hein. Et le collaboratif et l'intelligence collective, c'est une aspiration aussi qui est forte. Hein. Je fais vraiment partie d'une équipe, hein, puisqu'on me demande mon avis, autrement, le fonctionnement et les rituels sont participatifs, on peut donner son avis, on peut participer, on peut dire ce qu'on pense. Son avis est vraiment pris en compte. Ça ne veut pas dire que toutes mes idées sont prises en compte, hein, mais en tout cas, ça fait partie. Et puis, je contribue à l'intelligence collective. Tiens, petite question dans le chat, parce que je n'ai pas préparé de sondage là-dessus. À votre avis, qu'est-ce qui contribue le plus à l'intelligence collective? Hein, si vous voulez aller dans le chat, on a encore du temps. Et puis après, pour pouvoir aller sur les derniers slides sur la part du manager, qu'est-ce qui contribue le plus à l'intelligence collective? Est-ce que vous savez? Allez dans le chat, dites-moi ce que vous en pensez. Ça peut être intéressant. Donc, j'espère qu'il y en a qui sont en train de chatter. C'est quoi le facteur? C'est quoi l'élément? La confiance, oui. Le fait de me sentir en confiance, ça va faire que je vais m'exprimer. Quoi d'autre? C'est quoi les éléments qui, à votre avis, contribuent à l'intelligence collective? La confiance dite 2 fois. L'écoute et la considération, la valorisation, la confiance, l'écoute, la communication, la dynamique, l'échange, la sécurité psychologique, l'intérêt sur le sujet. Voilà. Alors, je suis très content qu'il y ait quelque chose. On pourrait penser que la connaissance des autres, merci de le dire comme ça, Olivier, le droit à l'erreur, l'ouverture. Bon, voilà. Donc, vous êtes prêts, c'est bien. C'est très important de ne pas dire que le QI collectif, que le QI d'un groupe, donc qui est le QI collectif, n'est pas lié au QI individuel. Parce que justement, généralement, quand il y a quelqu'un qui a une expertise sur un sujet, il a tendance à pas être à penser qu'il a raison parce que c'est un expert du sujet et du coup de pas forcément aller chercher les idées des autres.
Et du coup, ça ne crée pas d'intelligence collective, ça ne crée pas de QA du groupe. Hein. Si j'ai un sujet où j'ai un expert qui a la bonne réponse, ben, je ne vais pas faire de l'intelligence collective. On va demander à l'expert de nous trouver la solution. Mais on voit bien que dans un monde complexe, on a plus besoin des idées de chacun. Et on voit bien qu'aussi, c'est une source de motivation d'être interrogé et d'être sécurisé par ça. Alors, on vous a mis ça dans l'intelligence collective. Il y a 5 facteurs. Je ne sont pas forcément. Enfin, je commence par en bas à droite. D'abord, la variété des opinions, des idées. La variété des idées est beaucoup plus importante que la super idée de quelqu'un dans l'intelligence collective. Hein. Donc, en fait, il faut trouver les champs de l'intelligence collective. La capacité, l'indépendance d'esprit, l'originalité, le oser dire. Donc, il faut non seulement faut avoir des idées qui sont différentes des autres, mais il faut pouvoir les exprimer. Pour pouvoir le faire, il faut une confrontation qui soit bienveillante et authentique, la capacité à se confronter. Donc, il faut des règles par rapport à ça. Il faut une capacité pour les uns et les autres de prendre en compte toutes les idées des autres. Et puis, on dit aussi qu'il faut une égalité de temps de parole. Il faut que chacun ait du temps pour s'exprimer. Voilà, donc créativité, brainstorming, tout ça, ça participe à ça. Tout ça, c'est au service, hein, et c'est important. Et quand on travaille avec des équipes, pareil, on réfléchit à la façon de le vivre dans sa propre équipe, quel rituel je mets en place, à quel moment je le fais, sur quel sujet je le fais. J'ai besoin de le faire, à la fois parce que ça va nous apporter de nouvelles idées, et à la fois parce que ça va motiver les gens, les engager, et leur donner envie de rester dans un univers où ils sont vraiment pris en compte, où ils peuvent vraiment et à la fois apprendre et donner leur avis. Vous voyez, donc c'est important. Bon, dernière partie, les 5 dernières minutes, les 4 dernières minutes sur le management. Pourquoi dans tout ça on dit que le management est au cœur? Alors je pense que dans ce qu'on a déjà partagé, on voit bien que dans la troisième partie, c'est quoi les pratiques qu'il faut challenger. On voit bien que c'est des choses qui dépendent de l'entreprise, mais qui dépendent aussi du manager, de ses propres envies, du fait qu'il ait travaillé sur lui. Dans toutes nos formations, on fait aussi une partie sur le travail individuel, challenger ses croyances, challenger ses blocages, challenger ses peurs pour pouvoir avancer et pouvoir s'adapter à un monde qui est en profonde mutation. Hein, voilà. Travailler sur soi comme levier de transformation. Alors évidemment, le Mahatma l'a très bien dit, hein, You must be the change you wish to see in the world. Tu dois être le changement que tu veux voir dans le monde. Voilà. Donc si je veux que mes équipes soient plus autonomes, par exemple, il faut challenger mon besoin de contrôle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où je dois être dans le contrôle, où je dois savoir ce qui se passe en tout cas, mais évidemment, ça ne doit pas être sur tout et tout le temps, et évidemment en termes d'organisation, mais là on parle du côté humain. Et évidemment, il faut être conscient de ses propres blocages, de ses propres croyances. C'est des chemins qui ne sont pas forcément les plus confortables, mais qui sont des chemins de libération. Hein. Regardez comme il a l'air serein, le Mahatma. Euh, évidemment, lui, il a poussé très loin le concept, mais en tout cas, il y a besoin de se challenger à ce niveau-là. Évidemment, comme je l'ai dit, il faut aussi challenger son besoin de contrôle. C'est pour ça qu'on a démarré là-dessus, on finit là-dessus. Hein. La confiance exclut le contrôle. Si quelqu'un ou si l'équipe est compétente, alors pourquoi contrôler? Par contre, encore une fois, il y a des points de passage. Il faut que j'ai des points de passage avec des KPI par rapport à ces points de passage, ou en tout cas des indicateurs, hein, peut-être un peu moins normés, des indicateurs qui me permettent de dire que tout va bien, et puis des moments, des rituels où je vais voir mes équipes pour leur dire ça. Hein. Et donc, il y a vraiment cette importance-là. Développer la relation comme compétence. Hein, la bonne nouvelle, c'est que la relation est une compétence. Hein, et donc, si c'est une compétence, ça veut dire que ça s'apprend. Hein. On ne manage pas les personnes, on manage la relation avec les personnes. Et du coup, nous, on fait travailler des managers sur comment développer la qualité du lien avec leurs collaborateurs. Hein. Et on a vu avec la symétrie des attentions que ça avait un double bénéfice, satisfaction des clients, motivation des collaborateurs. Et donc, on a des sessions, comme j'ai dit avant, où on fait travailler les équipes naturelles et on fait travailler aussi les managers sur la façon de communiquer. Et ça passe par des techniques, par des choses très claires, hein, de techniques de communication, notamment avec la communication non violente, hein, et qui permettent de vraiment changer les choses dans la relation entre le manager et ses équipes, mais aussi entre les collaborateurs entre eux. Et puis, en guise de conclusion, dernier slide, ça veut dire qu'il faut challenger sa posture managériale et réfléchir à l'équilibre entre ces 3 notions en fonction des sujets, en fonction des moments, en fonction de son contexte. Ma dimension de pilote, hein, tout ce qui justement est attendu en termes d'organisation, en termes de fixation et de contrôle des objectifs, en termes de délégation, en termes de cadre, en termes de recadrage quand il y a besoin de recadrer. Ma posture de leader, hein, qui va partager du sens, qui va inspirer, qui va fédérer, qui va motiver.
et ma posture de coach qui va aider à faire évoluer. Et le paradigme traditionnel du management, mais il y a déjà longtemps, il était sur le côté pilote. Et de plus en plus, on attend des managers qui soient aussi, sans renoncer et sans oublier la partie pilote, sur la partie leader et sur la partie coach, parce que c'est ce qui permet de s'ajuster à chaque collaborateur. Voilà, il est 12h30, donc s'il y a des questions, je vais voir avec Angélique s'il y en a, on peut revenir, mais en tout cas, voilà, on vous a donné des clés, et puis on fait aussi ça pour ça. Nous, on est là pour, si vous voulez faire ça avec vos équipes, en équipe naturelle, si vous êtes manager, ou si vous voulez mettre en place un certain nombre de choses qu'on a vues pour vos managers, si vous êtes à ce niveau de responsabilité, c'est notre métier de tous les jours qu'on adore, qui nous passionne. Et qui nous permettent d'aider les managers à s'adapter à ce monde incertain dont la grande démission est un symptôme. Voilà. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vois que la salle se vide, donc je ferme la diffusion et je dis à tout le monde à bientôt. Merci.